Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Peugeot 508 SW GT 225 chevaux de 2019, First Edition. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une voiture française. Et vous savez que c'est relativement rare sur ma chaîne. Et ça bien sûr c'est grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à venir jusqu'ici sur mon lieu de tournage en Normandie afin que je puisse vous présenter cette voiture. Merci encore à lui. Donc tout d'abord, vous connaissez très probablement la Peugeot 508 qui est une berline qui existe maintenant depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il s'agit de la deuxième génération de 508. La plus jolie à mon goût, il faut clairement le signaler. La première était pas trop mal. La deuxième, qui est d'ailleurs toujours en vente, est vraiment jolie. Elle est beaucoup plus moderne. Et en plus, il s'agit de la version Break, appelée SW pour Sport Wagon. Et en plus de tout ça, il s'agit également de la finition GT, donc une finition un peu sport, équipée d'un moteur 1,6 litre, donc c'est un 4 cylindres en ligne turbo, développant 225 chevaux, donc c'est loin d'être ridicule en termes de puissance. Et d'ailleurs, il s'agit d'une voiture qui était dans la First Edition, donc c'est une des premières qui a été vendue. Ce qui la distingue en First Edition par rapport à une des autres plus récentes, c'est la teinte carrosserie qui était proposée uniquement sur cette finition. Donc vous voyez que c'est un genre de vert gris pailleté. La peinture est plutôt sympa. Et d'ailleurs, lorsque j'ai pris les plans à l'arrêt, vous voyez que j'étais dans une zone assez boisée, très verte. La voiture était un peu en mode camouflage. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un modèle de 2019, mais il faut savoir que cette voiture est toujours produite actuellement, mais à une petite différence près. Là aujourd'hui, il s'agit d'une voiture qui est motorisée, comme je vous l'ai dit, par un 1,6 litre 4 cylindres turbo, et il n'y a pas d'hybridation sur le modèle que je présente. Alors qu'actuellement, en 2024, seul le modèle hybride est encore au catalogue de Peugeot. Donc pour revenir un peu sur la motorisation, 1,6 litre PureTech de chez Peugeot, 225 chevaux, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est un moteur moderne, donc bien sûr injection, c'est même une injection directe. Et bien sûr, ce moteur est relié aux roues avant. Et d'ailleurs, c'est relié via une boîte automatique. C'est une boîte à 8 rapports. Vous avez la possibilité, si nécessaire, de forcer le passage des rapports via des palettes qui sont derrière le volant. Mais bon, je suppose qu'aujourd'hui, comme sur la plupart des voitures équipées de boîtes automatiques, je n'utiliserai pas ou très peu les palettes. Donc il faut savoir que le modèle que je vous présente était à l'époque équipé de quasiment l'intégralité du catalogue d'options proposées sur cette voiture. Donc on en a qui sont très visibles, comme par exemple le toit ouvrant. C'est un toit ouvrant qui est vitré. On peut aussi l'occulter pour réduire la luminosité. Mais personnellement, je serais plutôt à l'ouvrir en permanence pour avoir un peu de lumière car c'est très très sombre dans cette voiture. On y reviendra un peu plus tard. En option, on a aussi les sièges qui sont, donc vous voyez, en cuir rouge. On a une sono de chez Focal et on a normalement aussi tout un système de suspension pilotée en fonction du mode de conduite choisi. Donc pour revenir à la conduite de ce véhicule, vous voyez qu'actuellement je suis en zone urbaine, je suis en centre-ville et franchement la voiture est beaucoup plus facile à déplacer, moins intimidante finalement que ce que le look suggère. C'est une voiture relativement longue, elle fait 4,80 m de long. Mais franchement, surtout avec cette boîte automatique, c'est fluide, il n'y a aucun bruit. La direction est très 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 douce. Là je suis en mode éco, franchement c'est hyper simple. Le seul problème pour moi en zone urbaine, c'est la prise d'info qui n'est pas au top car on a beaucoup d'angles morts. Déjà, vous voyez que devant moi, on a des montants qui sont assez larges. Donc franchement, ça crée des zones d'angle mort.
En plus, on a le tableau de bord qui lui monte très haut, le ciel de toit qui redescend assez bas. Donc finalement, le pare-brise en lui-même n'offre pas un angle de vision gigantesque. On se sent un peu à l'étroit dans cette voiture, c'est surprenant. Les vitres également sont relativement étroites, vous voyez que les portes montent très très haut. Et à l'arrière, la voiture est longue, en plus elle est dans une finition où les vitres arrière sont surteintées. Donc franchement, la prise d'info n'est pas forcément hyper simple. On peut heureusement faire confiance aux rétros qui, eux, sont suffisamment larges et bien placés. Mais c'est difficile, hein. Il y a beaucoup d'angles morts, que ce soit devant ou derrière. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, les sièges dans ce véhicule étaient en option. Normalement, je crois que c'était des sièges en tissu. Là, c'est du cuir rouge. Le design est plutôt sympa. Quand on regarde les surpiqûres dessus, ça ressemble un petit peu à ce qu'on aurait sur le bracelet d'une montre en métal. C'est plutôt joli. Après, au niveau du confort, je dirais que c'est banal. On n'est pas dans un confort extrême. C'est pas des sièges sport. C'est pas baquet. Ça vous remonte pas du tout dans les côtes. Sachez d'ailleurs que ces sièges sont réglables électriquement dans quasiment toutes les positions. Et vous avez aussi un système de chauffage et même les sièges à l'avant sont massants. Et finalement, heureusement que dans cette voiture, on a ces sièges rouges qui donnent un petit peu de couleur et de gaieté à l'ensemble, car sinon, vous voyez que la planche de bord, c'est très très sombre, très très noir. On a du bois, mais du bois qui est noir-gris. On a des parties qui sont dans un plastique moussé noir également, avec des petites surpiqûres. On a l'ensemble de la console qui est pareil en gris et noir avec quelques surpiqûres. La qualité ne semble pas mauvaise, c'est même plutôt joli. Par contre, on a aussi du plastique brillant qui prend énormément les traces de doigts. Donc ça, forcément, c'est un peu gênant. Mais globalement, c'est extrêmement sombre. Heureusement qu'on a le toit ouvrant, je le redis. Hein. Franchement, sans ce toit ouvrant, on aurait l'impression d'être dans une grotte. Hein. Donc les amis, bien que ce ne soit pas une voiture de sport, on va faire un test d'accélération. Elle est donnée sur la fiche technique constructeur pour environ 7 secondes 5 au 0 à 100. Aujourd'hui, on va vérifier les réelles capacités de ce véhicule. Sauf que moi, je vais faire un test, comme d'habitude, pour simuler un usage normal. Donc je ne vais pas utiliser de traction control, je ne vais pas utiliser de launch control. Tous ces trucs électroniques, moi, je les oublie totalement, car en conditions réelles, personne n'utilise ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste me mettre sur le mode normal, parce que là, depuis tout à l'heure, j'étais en mode éco. Donc savoir qu'il y a plusieurs modes, hein. Il y a éco, normal, confort, sport et manuel. Donc là, moi, je vais faire le premier test d'accélération en mode normal. Je rappelle que c'est une boîte automatique à 8 rapports. Et dans l'autre sens, je le ferai en mode sport afin de voir s'il y a une réelle différence. Mais je ne touche pas aux palettes, je me contente d'accélérer à fond et de voir comment la voiture réagit. Ce qui est bien plus représentatif d'une utilisation normale. Donc je rappelle qu'elle est donnée pour 225 chevaux, c'est un moteur turbo, donc on devrait avoir du couple dès les bas régimes. C'est une traction et elle pèse 1 tonne 450 plus mon gros cul à l'intérieur. Allez, c'est parti, pied au plancher, let's go. Donc au début c'est un peu mou. Et ensuite ça monte, ça prend de la vitesse. Et 100. Maintenant je freine. Mais franchement, les freins sont dingues. Les freins sont à un niveau d'assistance qui est abusé. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de freins en appuyant aussi peu. J'ai même été surpris. Hein. Au début, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça freine autant. Et en refreinant un tout petit peu plus fort, là, ça m'a cloué sur place. Franchement, les freins sont hyper assistés. Donc de nouveau, c'est pas vraiment une sensation sport parce qu'on ne sent pas une maîtrise totale du freinage. Mais si vous avez vraiment besoin de vous arrêter, la voiture le fait pour vous sans problème. Hein. C'est hyper perf. Bon, maintenant, un petit demi-tour. Donc,
je signale que je braque et je tourne à fond. Donc je rappelle que c'est une traction et qu'elle mesure un petit peu moins de 5 mètres, donc 4,80 m. Ouais, ça passe, ça braque pas si mal dans cet emplacement. Je suis assez surpris pour une voiture de ce gabarit. Finalement, j'ai même pas eu besoin de faire une marche arrière. Après d'ailleurs, si vous désirez faire une marche arrière, voyez qu'instantanément on a la caméra de recul qui s'allume, on a les rétros qui se resserrent un petit peu afin de mieux visualiser ce qui entoure le véhicule, et ça recule tout seul. Donc vous voyez qu'on a un système aussi de caméra à 360 degrés. Je crois que c'était en option tout ça, mais ça fonctionne pas trop mal. Il y a juste la résolution de la caméra qui est pas terrible, ou peut-être que le capteur est juste un petit peu sale. Donc les amis, maintenant on va se remettre donc en route et je passe en mode sport. Donc pour changer de mode, on a un bouton juste ici, juste à côté du bouton start. Donc je passe de normal à sport et on refait le même test. Donc là ça confirme bien que je suis en sport. C'est parti, pied au plancher. C'est toujours un petit peu mou au départ, puis ça part franchement, ça monte jusqu'au rupteur, 6000 tours, et 100. Et de nouveau, je freine. Franchement, le freinage est vraiment surabusé, parce que je freine pas si fort que ça. Et déjà, on a la voiture qui veut vous faire un freinage d'urgence, on a les feux de détresse qui s'allument pour signaler aux autres que vous pilez vraiment. C'est vraiment hyper assisté au niveau du freinage. Et c'est performant. Vous voyez d'ailleurs qu'on voit à travers les jantes les disques de frein. À l'avant, c'est des disques ventilés. À l'arrière, des disques plus classiques. Et d'ailleurs, pour parler des roues, vous voyez qu'actuellement, on a des jantes en 19 pouces. Et c'était bien sûr une option d'origine. Si je ne me trompe pas, ça devait être du 18 pouces. Donc pour le reste du test, je vais essentiellement rester en mode sport. De toute façon, si je rechange de mode, je n'hésiterai pas à vous le dire. Dans ce rond-point, j'accélère un tout petit peu et le problème c'est que les sièges ne sont pas baqués, donc forcément le maintien n'est pas optimal. Mais logiquement, le fait d'avoir changé de mode de conduite change aussi un peu les suspensions. On ne peut pas avoir un réglage indépendant sur les suspensions, ou du moins si c'est possible, je n'ai pas trouvé comment. Et donc je suppose que juste en changeant les modes de conduite, ça change aussi le paramètre des suspensions, tout en sachant bien sûr que les suspensions réglables, adaptatives, c'est une option également. Bon, pour revenir sur le tableau de bord, vous voyez qu'ils ont fait un design assez surprenant. Ça ressemble un peu à un cockpit en fait. On a des écrans de partout, il y en a un énorme devant vous qui sert de compteur. Et d'ailleurs, vous pouvez choisir les différentes configurations afin d'avoir ce qui vous intéresse le plus. Vous pouvez avoir, là actuellement, moi j'ai la distance qui me sépare du véhicule qui me précède. On peut avoir le GPS, on peut avoir un truc minimaliste. Enfin, vous avez différents paramètres pour l'écran qui est devant vous. C'est complet et c'est facilement lisible. L'écran est mat. Et après, bien sûr, pour l'infotainment, pour l'infodivertissement, on a au milieu un écran qui est un peu recourbé vers le pilote et il gère bien sûr la musique, les contrôles de la climatisation. Vous avez aussi le GPS, toutes les infos concernant le véhicule, les différentes caméras. Enfin, c'est très complet et bien sûr, c'est un écran tactile et lui aussi est mat. D'ailleurs, un petit détail de finition que j'apprécie bien, en dessous de l'écran multimédia, vous avez des boutons en métal qui sont très agréables au toucher. Personnellement, j'apprécie beaucoup. Parce qu'un peu dommage par contre, c'est qu'on n'a pas un réel contrôle de la climatisation en dehors de l'écran. Vous êtes obligé de passer par l'écran pour gérer le flux d'air, tout ça, c'est un petit peu dommage. Vous voyez aussi que dans cette voiture, le volant est très petit. Je sais que c'est un peu la norme maintenant chez Peugeot sur les véhicules récents. Il est en cuir bien sûr et il y a quelques parties métalliques. On a d'ailleurs un logo GT qui qui rappelle bien sûr la finition de ce véhicule. Et on a les différentes commandes concernant
l'autoradio, la prise d'appel, ce genre de truc, enfin, la base. Bon, finalement, je suis resté en mode sport depuis tout à l'heure et lorsqu'on est vraiment en ville, le mode sport, il maintient trop longtemps le moteur dans les tours. C'est pas super agréable. Je vais changer et je vais essayer de me mettre en mode confort. Donc il faut quelques secondes pour qu'il change le mode. Et ensuite vous avez une confirmation. Donc là, je suis en mode confort. Je passe sur des petits pavés. On sent que ça tremble, mais rien de très désagréable. Bon, depuis que je suis en mode confort, par contre, il faut que j'appuie beaucoup plus fort sur l'accélérateur pour que le véhicule comprenne mon intention d'aller un peu plus vite. C'est beaucoup plus mou à l'accélération. Mais on a aussi la boîte de vitesse qui passe les rapports beaucoup plus tôt. Donc ça fait moins de bruit et finalement c'est réellement plus confortable. Là j'arrive sur un petit dodan, j'arrive un peu vite, je suis à 40. Et ouais, là c'est très très confort, hein. En mode confort, les suspensions doivent vraiment changer de paramètres. Parce que là c'est vraiment très très mou, ça fait presque un petit peu bateau. Donc là je suis en mode sport, j'approche d'un dodan. On va voir comment ça se comporte, est-ce que c'est aussi mou que tout à l'heure? Non, là c'est beaucoup plus ferme. Donc oui, il y a vraiment une gestion de la suspension en fonction du mode. Je vais me mettre en mode éco. Est-ce que je vais avoir le temps? Parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour que ça change. J'ai l'impression qu'en mode éco et en mode confort, les suspensions sont à peu près pareilles. Ça fait que c'est d'un seul coup très très mou. Alors, je viens de me remettre en mode sport car j'arrive dans une succession de virages. Voyons si on peut s'amuser avec ce break. J'accélère un peu. Ça tient très bien la route, hein. C'est surprenant. Je freine et comme tout à l'heure, ça freine beaucoup plus même que ce que je voudrais vraiment. C'est difficile à jauger en fait en conduite sport. J'ai l'impression aussi que lorsqu'on passe en mode sport, on a la direction assistée qui se raffermit un peu. La boîte de vitesse en mode sport est plutôt réactive, ça fonctionne bien. Franchement, je suis surpris. On n'imagine pas ça en fait quand on la conduit normalement cette voiture, donc en mode confort, normal, éco. C'est une voiture qui est vraiment très très calme. Quand on passe en mode sport, on dira qu'au niveau de l'échappement ça change rien, c'est juste qu'on est plus haut dans les tours. Mais par contre, les suspensions qui se raffermissent et le volant qui se raffermit aussi, la boîte de vitesse qui passe les rapports plus tard, tout ça combiné fait qu'on peut vraiment avoir un comportement différent à la conduite et c'est vraiment agréable. Franchement, ça marche plutôt bien. Même si je le redis, hein, ce n'est pas vraiment une voiture de sport. Allez, ici j'accélère un peu fort. Ouais, ça marche, ça marche. Ce qui manque un peu à cette voiture, c'est un petit peu de sonorité et je sais pas, peut-être un 4 roues motrices. En traction, ça reste un comportement relativement classique. Mais on peut vraiment s'amuser. Bon, forcément, il y a aussi des aspects qu'il va falloir que j'aborde, vu que c'est un break. Parce que lorsqu'on fait l'acquisition de ce type de véhicule, c'est parce qu'on a besoin et envie d'avoir de la place. Donc au niveau des aspects pratiques, vous avez bien sûr le coffre. Coffre qui est d'origine déjà relativement grand. Vous pouvez aussi regarder en dessous du seuil de celui-ci pour voir qu'il y a un emplacement pour une roue de secours et quelques outils. Aujourd'hui, de nouveau en option, on a toute la sono de chez Focal qui intègre un caisson de basse dans le coffre. Et si le coffre, vous le trouvez trop petit pour vous, vous pouvez étendre le stockage en rabattant les sièges. C'est un système 2 tiers, 1 tiers. Et vous pouvez voir que c'est extrêmement facile vu qu'il y a juste une tirette de chaque côté dans le coffre qui permettent de rabattre sans qu'on ait besoin de repasser à l'intérieur.
Ensuite, au-delà du coffre, vous avez aussi quelques rangements à l'intérieur, bien sûr. Donc on a des vides-poches dans les portes, qui sont quand même plutôt grands, ces vides-poches. On a une boîte à gants d'une taille standard, c'est ni trop petit ni trop grand. On a ici dans la console centrale un petit clapet qui s'ouvre où vous avez de quoi mettre votre portefeuille par exemple, et aussi il y a une prise 12 volts. Et un peu plus loin dans la coudoir, ça s'ouvre et pareil vous avez possibilité de mettre pas mal d'affaires juste ici. Alors les amis, nous arrivons maintenant sur l'autoroute, je reste en mode normal, je m'insère, donc pas besoin d'accélérer comme une brute et c'est déjà suffisant. On a bien sûr une détection de la présence des autres, on a une détection aussi du franchissement de ligne, aide au maintien dans la voie, enfin c'est une voiture moderne, il y a vraiment toute l'électronique. Donc je vais essayer de refaire un dépassement et une reprise. Donc ici j'accélère à fond, tout de suite ça m'a descendu 2 rapports et ça prend pas mal de vitesse. Donc vous pouvez voir que c'est efficace. Même si vous êtes en mode normal, vous avez la nécessité d'un seul coup de reprendre de la vitesse. La boîte de vitesse répond pas trop mal. Donc franchement, de nouveau, c'est une voiture plutôt bien construite. Vous pouvez envisager de faire de longs trajets autoroutiers sans le moindre problème. Le confort est là, c'est pas bruyant. Et il y a largement la puissance nécessaire en cas de besoin. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des places arrière. Maintenant, je vous donne mon avis lorsque je me suis mis aux places arrière. Donc les amis, me voilà maintenant à l'arrière de cette 508 SW. Et j'avoue que je suis un petit peu déçu en fait sur l'arrière. On retrouve la même finition de siège qu'à l'avant, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Mais les sièges finalement ne sont pas super confortables derrière, sont relativement durs. Et bien que la voiture soit d'un bon gabarit, on n'a pas une impression d'espace à l'arrière. On est finalement relativement à l'étroit. En plus, de nouveau, ce qui prouve que ça n'a pas été conçu pour vraiment les places arrière, mais plutôt pour privilégier les places avant. On n'a pas de gestion de la clim à l'arrière. C'est très sombre dans la voiture. Heureusement, là, j'ai ouvert le toit ouvrant, ce qui me donne un petit peu de luminosité, mais sinon, c'est vraiment très très sombre à l'arrière, surtout que les vitres sont surteintées. Donc, on n'est pas dans le meilleur des conforts. Je m'attendais vraiment à mieux sur ce véhicule, sans bien sûr que ce soit tout à fait désagréable. Ça reste un véhicule relativement classique. En termes de rangement, vous avez des petits filets sur chaque siège. On a des vides-poches dans les portes. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas trop de gadgets. On a une petite lumière ici. Bon, là, le véhicule est éteint. Visiblement, ça ne s'allume pas. On a un petit crochet pour mettre des vêtements, pour pendre quelque chose. Enfin, ça manque un peu de fantaisie. Les places arrière ne sont pas les meilleures places dans cette voiture, vous l'aurez compris. Un point que j'ai pas encore abordé, l'éclairage. Donc vous voyez que cette voiture est très moderne, donc l'ensemble de tout l'éclairage, ce sont des LED. D'ailleurs, on a un système d'éclairage fait par Peugeot, breveté, qui fait que normalement on a l'éclairage qui s'adapte automatiquement à la présence des gens qui peuvent arriver en face de vous. Malheureusement, moi aujourd'hui je fais un test de jour, donc je ne peux pas juger de l'efficacité de ce système. Si vous avez déjà expérimenté ce Matrix LED, si je ne me trompe pas du nom, enfin dans le terme, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires à nous en parler, à nous dire si vous trouvez ça efficace ou non. Donc finalement, vous avez vu qu'à la conduite, c'est plutôt pas mal. Franchement, je trouve que c'est agréable. On ne se sent pas sous-motorisé. Parce que je sais qu'il y a encore des gens comme moi qui ont l'habitude d'avoir plutôt des voitures de ce gabarit avec des grosses cylindrées. Là, un List 6, certains pourraient se dire que c'est un peu faiblard. Mais non, ça suffit.
Les différents modes électroniques font qu'on peut passer d'une voiture vraiment confortable à quelque chose d'un peu plus dynamique sans forcément parler de sport. Donc de nouveau, c'est pas mal. Par contre, le fait de ne pas avoir le système d'hybridation fait que forcément on consomme beaucoup plus que s'il y avait ce système électrique. Par exemple, sur la fiche technique de celle-ci, Peugeot indique une consommation moyenne à un peu moins de 6 litres au 100, je crois que c'est 5 litres 7. Et sur la version hybride, ils annoncent moins de 2 litres au 100. Donc je peux vous assurer que sur les deux, c'est tout à fait, on va dire mensonger ou du moins peu réaliste. Car aujourd'hui, ça m'a été confirmé par le propriétaire, cette voiture qui est annoncée pour 5 litres 6, 5 litres 7, en réalité, elle fait facilement 8 litres. Et le propriétaire me disait que si on est vraiment en conduite dynamique, en mode sport, à essayer de faire un peu l'imbécile, on peut même très rapidement titiller les 11 litres au 100. Donc je me doute que avec la version hybride, vous pouvez baisser vos consommations. Mais est-ce que vous arrivez vraiment à moins de 2 litres au 100 comme c'est indiqué sur la fiche technique? Personnellement, je n'y crois pas une seconde. Donc cette version essence forcément consomme plus. Par contre, je vous l'ai déjà dit, l'avantage c'est qu'elle pèse 300 à 400 kg de moins en fonction des options que vous prenez. Et aussi l'autre très gros critère, c'est qu'elle est moins chère. Déjà à l'époque, quand elle était encore commercialisée, cette version essence était bien moins chère que la version hybride. Malheureusement, la version essence n'est plus produite actuellement, il n'y a que la hybride. Et d'ailleurs, si vous voulez la même voiture, donc une SW GT, maintenant en hybride avec la même puissance, donc 225 chevaux, vous en coûtera, si vous prenez toutes les options comme sur celle-ci, près de 65 000 €. Je trouve ça très cher, mais malheureusement, si je compare à la concurrence actuelle est à des tarifs similaires, voire encore plus chers. Donc on dira que c'est un tarif concurrentiel, même si je trouve ça hors de prix. Par contre, si vous privilégiez un modèle comme j'ai aujourd'hui, donc sans l'hybridation, essence et bien sûr d'occasion, vous pouvez trouver ça maintenant pour entre 25 et 35 000 € en fonction bien sûr des options, en fonction du kilométrage et de l'état. Donc ça reste une somme quand même rondelette. À ce tarif, il y a quand même pas mal de concurrence, souvent des véhicules un peu plus anciens mais avec des marques peut-être plus prestigieuses. Cette 508 SW GT First Edition est pas mal. Moi, le seul point où je reste vraiment déçu, c'est finalement sur l'espace à bord. Je trouve que l'on soit devant ou derrière, on n'a pas l'impression d'être dans une grosse voiture, alors qu'elle fait quand même un peu moins de 5 mètres. Je m'attendais à plus d'habitabilité, plus d'espace à l'intérieur. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour de l'ensemble des caractéristiques de cette voiture. J'ai très certainement oublié quelques détails et certainement des options. Car comme je vous ai dit, elle a toutes les options. Je suppose que j'en ai oublié, le listing était quand même assez balèze. Je tiens encore d'ailleurs à remercier mon abonné d'être venu ici avec cette voiture afin que je puisse vous la présenter. C'est relativement rare qu'on me propose des voitures récentes et encore plus rares en marque française. Donc vous l'aurez compris, je ne teste pas que des japonaises, je suis pour l'éclectisme. Donc n'hésitez pas, si vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien, à me le proposer. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, pas très loin de Rouen. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vu que je teste le plus régulièrement possible, aussi bien moto que voiture. Après, il est vrai que, vu qu'on me propose beaucoup moins souvent des voitures, il y a aussi beaucoup moins de tests qui sortent sur ma chaîne, vous l'aurez compris. Merci encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi pour la découverte de cette 508 SW GT First Edition de 2019. Je vous dis à bientôt et à tous.
Lorsqu'on est en mode normal, parfois la boîte de vitesse a des réactions un petit peu surprenantes, dirons-nous. Je comprends que parfois les palettes au volant puissent être utiles. En mode sport, j'ai constaté aucun problème par contre.